va faire un petit rappel, un petit résumé des épisodes précédents, hein. On avait regardé l'activation thermique dans le cas où on a des petits obstacles ponctuels ou quasi ponctuels. On avait regardé le cas donc, de la solution solide à basse température où les petits obstacles sont fixes, hein, les solutés sont fixes. On avait conclu que finalement c'était quand même quelque chose qui était assez bien compris. Il y avait des équations assez simples qui expliquaient le truc et puis qui avaient l'air de bien s'appliquer au HEA. Le mécanisme de la forêt, j'avais émis un petit doute. Il y a des choses que moi personnellement j'ai pas bien comprises. Et donc ce mécanisme-là est historiquement important. Je ne suis pas sûr qu'il explique en tout cas les résultats dans les HEA, c'est à voir. Et puis, il y avait aussi ce mécanisme-là qui était assez important pour les hautes températures. C'était quand les solutés deviennent mobiles, ils se fixent sur les dislocations et les dislocations glissent entraînant le soluté avec elles. Et ça, c'est un mécanisme qu'on rencontre pratiquement dans tous les alliages à suffisamment haute température. Et j'avais donné des exemples, voilà, et qui, à mon avis, on en reparlera là aujourd'hui, là un petit peu plus tard, doit jouer un rôle probablement en fluage, enfin qui n'est pas assez considéré. On avait vu une deuxième partie donc sur les forces de Peierls dans les métaux purs et dans les alliages, mais pas trop concentrés. Donc on avait détaillé tout ce mécanisme de Peierls. On avait vu en particulier qu'il y avait quand même des inconsistances, c'est-à-dire qu'il y avait des résultats de calcul qui ne collaient pas avec des résultats de manip macroscopique, de déformation, et qui ne collaient pas non plus avec les résultats d'études in situ des mouvements de dislocation individuels. Ces derniers, là, se situaient un petit peu entre les deux. Et là, donc, j'avais conclu qu'il y avait quand même quelque chose qu'il fallait continuer à regarder. Après, donc, on avait introduit en plus des obstacles fixes pour faire un durcissement de solutions solides. On avait pris l'exemple du fer silicium. On avait vu qu'on pouvait expliquer assez simplement, de manière qualitative et même quantitative, les contraintes, enfin l'effet de durcissement de solutions solides dans ce cas-là. On avait discuté un modèle, le modèle de Suzuki, qui est très connu dans la littérature. J'avais conclu que c'était probablement pas très différent de ce qui était intuité dans l'analyse des résultats expérimentaux. Mais j'avais dit que c'était pas facile, mais que c'était probablement pas en contradiction. On avait aussi parlé du modèle de Curtin, sur lequel j'avais quand même des doutes. En ce qui concerne, parce que ces modèles simples-là, Suzuki ou du même genre, s'appliquent apparemment assez bien à toutes sortes d'alliages. Et vu l'aspect, la tronche des dislocations qui glissent dans les HEA, on n'avait pas l'impression que c'était quelque chose de vraiment très très différent. Contrairement à ce que supposait Curtin, qui lui supposait un truc complètement différent, qui, à mon avis, doit être vraiment vérifié. Voilà, donc on va attaquer la partie 4, là, qui consiste dans un mélange de franchissements thermiquement activés irréversibles et réversibles.
On verra de quoi il retourne. Ça concerne finalement pas mal de matériaux et de situations très différentes. Le glissement dans les covalents, le silicium, les germanium, etc. Le glissement le glissement des vis contrôlé par la diffusion du carbone dans les BCC et dans le fer. Là, il y a des résultats récents qu'on a eus et dont je vous reparlerai. Et puis aussi, quelque chose qui est sans doute moins connu, mais la montée à forte contrainte fait partie de ce mécanisme-là. Bon, après, je reparlerai de la montée en général, en incluant ce cas-là, et puis aussi ce qu'on peut dire du fluage qui lui aurait... Enfin, les études de fluage, pour la plupart, je pense, auraient besoin vraiment d'un solide coup de torchon ou d'aspirateur. Voilà. Donc, si vous voyez là des diapos qui vous avaient posé problème à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 jours, vous m'arrêtez, on peut en discuter. Je vais arriver gentiment là où on s'était arrêté. Ça, c'était... Ah oui, je voulais vous montrer des films rigolos, mais j'ai pas pu parce que j'avais plus de courant dans mon ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est après les mécanismes de Peyerls. Ça, je vous remonte. Ah ben non, mais elle ne marche plus. Tiens, pourquoi elle ne marche plus? C'est pas grave. Ça, c'était une annihilation de dipôles qui permettait de mesurer une aire d'activation microscopique pour une dislocation isolée. Je vous rappelle, là, j'en profite parce qu'on est là. On mesure à l'échelle d'une dislocation une aire d'activation relativement petite qui est conforme à ce qu'on peut calculer par des méthodes que d'autres que moi comprennent mieux, mais on a les mêmes ordres de grandeur, mais qui ne correspondent pas aux aires d'activation macroscopiques mesurées sur des machines de déformation. Ça, j'en reparle parce que c'est vraiment un truc qui me turlupine pas mal. La théorie nous donne aussi que les contraintes à 0K, extrapolées à 0K, doivent être assez élevées. En fait, en pratique, 3 fois ou 3 fois et demi plus grandes que celles qu'on mesure expérimentalement. Alors, quand on fait une courbe contrainte-température, la pente de la décroissance de la contrainte en fonction de la température est reliée à l'aire d'activation. Et donc, ce qui fait que quand on est dans le domaine de la théorie, on a des contraintes très fortes, surtout à basse température, ce qui implique une très rapide décroissance de la contrainte quand la température augmente. Et ça, c'est en accord avec une faible aire d'activation. Dans les essais mécaniques, on mesure des contraintes beaucoup plus basses, 3 fois et demi plus basses, et ça dans tous les BCC. Ce qui implique que la pente de la contrainte en fonction de la température va être beaucoup plus basse, en accord avec une aire d'activation beaucoup plus grande. C'est-à-dire que chacun des 2 types d'études est cohérent de manière interne, mais ne sont pas cohérentes entre elles. Et alors, pour flanquer encore plus de pagaille, quand on fait des expériences in situ, donc sur des dislocations individuelles, on mesure les mêmes basses contraintes que dans les essais mécaniques, mais on mesure les mêmes petites aires d'activation que dans les... ce qui fait que du coup, la décroissance de contrainte n'est plus en accord avec l'aire d'activation. Et alors ça, c'est des trucs que j'aurais bien aimé comprendre. Voilà. Donc, voilà. Alors donc là, ça, c'était le durcissement de solutions solides dans les BCC. C'était l'exemple du fer silicium. On a vu qu'on arrivait à bien comprendre pourquoi les courbes convergeaient toutes à basse température vers un mécanisme de Peyerls.
parce qu'à basse température, il y a toujours des dislocations vis rectilignes qui glissent lentement et dont la vitesse contrôle la déformation. Et puis ça s'écarte et ça tend vers des valeurs plus ou moins constantes qui sont en accord avec les distances entre les points d'ancrage qu'on voit ici et là. Donc ça, c'est pas une théorie, c'est juste une observation, hein, parce que la nature des points d'ancrage, on sait qu'ils sont liés à la quantité de soluté qui est à l'intérieur. On sait que ce sont des macro-kinks, mais à savoir comment ils se forment dans le détail, ça, on ne le sait pas. Donc on avait regardé ça. On a vu que tout ça, ça collait bien. Ça, c'était les contraintes correspondantes aux rayons de courbure qu'on pouvait mesurer, c'est-à-dire aux distances entre les points d'ancrage. Et puis on avait vu que finalement, ça collait bien avec le modèle de Suzuki. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? Donc là, à ce stade, on était assez content. On avait vu qu'on pouvait raffiner encore le modèle, que c'était encore mieux, et que donc ça, c'était aussi en accord avec des calculs dans les HEA, puisque là, on retrouve des vis horizontales qui traînent des boucles et des dipôles comme dans le microscope électronique. Donc on s'était dit, bon, ben, ça ressemble tellement qu'il peut y avoir des explications qui sont les mêmes. Voilà. On s'était dit aussi que par contre, dans les alliages assez dilués, on a un mécanisme de paire de Kink, un mécanisme de Peyers, on va dire, hein, et puis ensuite on a le contournement, que quand on augmente la concentration en soluté, le contournement intervient de plus en plus tôt, et qu'il n'était pas exclu que dans les HEA, le mécanisme de contournement soit tellement haut que finalement il n'y ait pas vraiment que de mécanisme de paire de Kink. Voilà, donc j'étais arrivé à cette conclusion assez optimiste, qui était un peu contredite par ce modèle de Maresca et Curtin, qui, bon, s'il est valide, il faudra vraiment avoir des preuves. Voilà, donc, et j'en suis là où on s'était arrêté. Voilà. Donc, tout tourne autour du modèle de Hirt-Elot qu'on trouve dans leur bouquin. Je ne sais plus le numéro de la page, mais enfin, c'est un truc très important dans le bouquin de Hirt-Elot. Et ce modèle a été fait pour la plasticité des matériaux covalents. Alors, dans les matériaux covalents, on a des forces de Peyers, qui sont peut-être pas de même nature que dans les métaux et alliages, mais en tout cas, les dislocations ont un minimum d'énergie dans des directions cristallographiques très précises, qui d'ailleurs ne sont pas seulement vis. Hein. En général, ça concerne des vis et des 60 degrés. Donc, comme dans les métaux, ces dislocations vis ou 60 degrés se déplacent en faisant des paires de décrochements, comme ça, voilà, de longueur critique XC. La différence, ici, c'est que le glissement des kinks, vers la droite et vers la gauche, est lui aussi thermiquement activé disons qu'il y a une barrière toutes les distances interatomiques. C'est-à-dire que dans le cas des covalents, pour déplacer les kinks, il faut casser des liaisons covalentes, les recoller, etc. Donc on a une très forte activation thermique des kinks là. Alors le résultat, ben, on verra. Enfin, je vais montrer un peu. Voilà. Le résultat, c'est qu'on peut représenter le franchissement, la création d'un double kink. Alors ça, c'est un peu l'énergie élastique pour créer un double kink, mais cette énergie, on va créer, disons, une paire de kinks très rapprochés, et puis là,
ils vont se séparer un petit peu plus, et puis là, ils vont se séparer un petit peu plus, encore, et il faut avoir passé la crête pour que les kinks continuent à glisser spontanément sous l'effet de la contrainte. Alors on se retrouve comme ça avec un espèce de profil d'énergie en dos de stégosaure, et on comprend quand même assez bien que c'est pas très simple à traiter. Alors je reviens en arrière. Donc dans ce modèle de Hirt-Elot, alors j'insiste là-dessus parce que vraiment il s'applique à des tas de situations et donc il faut arriver à comprendre d'où il vient. On calcule d'abord la vitesse d'un kink qui va être thermiquement activé puisque le kink lui-même doit franchir ces petites vallées de Peierls. Ce sont des kinks en général abrupts, on considère qu'ils font un angle assez important avec la direction de la dislocation. Et on a, dans ce cas-là, un franchissement réversible du type de ceux qu'on a vu avant. C'est-à-dire que le kink, il va là, mais il peut revenir en arrière, il peut aller en avant, il peut revenir en arrière à chaque fois. Et le résultat des courses, c'est que comme dans le cas qu'on a vu avant, on se retrouve avec une vitesse, d'accord, hein, vitesse des kinks, qui est égale à la probabilité de franchir une vallée des kinks multipliée par h, qui est la distance entre les vallées des kinks. Donc ça, c'est la fréquence de Debye. Ça, c'est quelque chose qui, c'est l'aire d'activation. Elle se retrouve là par le calcul. Hein, qui est proportionnelle à la contrainte. Et puis, une énergie d'activation qui est liée à la migration des kinks, qu'on appelle UM. Non, je dis des bêtises, ça, c'est pas l'aire d'activation. L'aire d'activation, c'est B2 dans ce processus, hein, puisque c'est un kink de longueur B qui avance de B à chaque fois, donc l'aire balayée, c'est B2. Je sais pas pourquoi Donc, on a une vitesse thermiquement activée des kinks le long de la dislocation. Voilà. Et alors maintenant, il faut imaginer un processus dans lequel la dislocation fait un tout petit kink de largeur monoatomique. Donc l'énergie est là. Et puis ce kink, il va très probablement revenir en arrière, mais il a quand même une certaine chance de continuer son trajet-là. Et puis peut-être que s'il a encore un peu plus de chance, il va aller là. Ce qui fait qu'on va avoir des probabilités qui vont s'empiler. C'est-à-dire qu'ici, ce site énergétique va être très peuplé, celui-là un petit peu moins, celui-là encore un peu moins, mais il y en a quand même au bout du compte un certain nombre qui vont réussir à passer la barrière et ma dislocation va franchir toute sa vallée. Alors tout ça, ça a été calculé donc par Hirt-Elot. Il y a quand même 2 pages de calcul. Alors moi j'ai tout compris, sauf à un moment crucial, il dit quelque chose du genre avec le principe de Zeldovich, les 2 membres de l'égalité sont égaux et donc paf. Alors moi j'ai vu que Zeldovich c'était c'était un critère qu'on appliquait en chimie, des trucs comme ça. Voilà. Alors à l'exception de ce principe de Zeldovich, on peut comprendre le papier de Hirt-Elot. Et on arrive à cette équation-là. J'ajoute que comme j'étais vraiment très embêté par ça, avec Jean-Luc Martin, on a refait un autre calcul là, dans le bouquin bleu qu'on a commis ensemble, en prenant un profil, pas comme ça, mais un profil trapézoïdal, comme ça, et on retrouve la même équation sans invoquer Zeldovich. Alors, et là, on se retrouve donc avec une probabilité de faire une paire de kinks avec succès, hein, qui franchit. Et on se retrouve avec une dépendance en contrainte à la fois dans le terme préexponentiel, comme dans le cas
le cas numéro 1 et le numéro 2, je ne sais plus, et aussi une énergie d'activation qui va être la somme de l'énergie élastique pour créer une paire de kinks, plus l'énergie de migration des kinks, et celle-là, évidemment, dépend aussi de la contrainte. Donc on a une double dépendance en contrainte, et c'est la caractéristique de ce type de mécanisme. Alors bon, quand on... Alors, quand on est à basse contrainte, il doit manquer un truc là parce que je ne comprends pas ce que j'ai voulu mettre. Alors, ce que Hirtelot considère aussi, c'est que on peut avoir des nucléations de kink simultanées au milieu en différents points de la dislocation. Ça, c'est possible parce que la propagation des kinks est lente. Donc, le temps que le kink aille jusqu'au bout de la dislocation sur laquelle il est, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, il peut y avoir une autre nucléation de paires de kinks. Cette situation-là peut exister dans les métaux et alliages, mais seulement à condition qu'il y ait un petit obstacle là. C'était le cas qu'on avait envisagé dans la situation de durcissement par solution solide avec une force de Peyer's. Là, ici, on n'a pas besoin d'un obstacle particulier. L'obstacle, c'est la friction sur les kinks. Mais à cause de ça, on peut avoir deux régimes. Donc il y a une distance caractéristique x qui est définie comme ça et qui définit deux régimes. Quand la dislocation est de grande longueur, alors à ce moment-là, la vitesse ne dépend plus de la longueur. On a un terme préexponentiel qui ne dépend pas de la longueur L de la dislocation. C'est simplement quand la longueur de la dislocation est petite. Alors à ce moment-là, ça n'arrive pas. Voilà, ça c'est le cas où elle est petite. Donc il y a en général une seule paire de kinks sur chaque dislocation. Ça c'est le cas où elle est grand. On voit qu'il y a un certain nombre de kinks. Donc dans ce cas-là, la vitesse est proportionnelle à la longueur. Dans ce cas-là, la vitesse ne l'est pas. Là, il y a la longueur, là, il n'y a pas la longueur. L'autre différence, c'est qu'ici, l'énergie d'activation n'est pas tout à fait la même dans les deux cas. Alors ça a été regardé expérimentalement. Ça, c'est du germanium qu'on avait regardé avec Thomas Krummel il y a un certain temps. Donc on voit là que les dislocations ont vraiment des formes polygonales. Alors là, c'est sans doute la vis, mais ça, c'est une 60 degrés. Puis là, il y a deux 60 degrés. Donc ça, c'est différent du Peyer's dans les métaux. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est vis, si je me souviens bien, et ça, c'est une 60 degrés. On ne voit pas un angle de 120 degrés à cause de la perspective. Et donc ça c'est toujours pareil, c'est une source de dislocation. On voit bien que les dislocations ont une forme polygonale. Ça, c'est la même chose. C'est Marc qui a vu ça dans du silicium à 700 degrés. On voit peut-être un peu moins les autres directions. Bon, ça, par contre, je n'ai pas détaillé ça. Alors ça, c'est du GAS, 350 degrés. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a ici une source de dislocation qui, d'un côté, émet 60 degrés lente, 60 degrés lente, et puis une vis lente. Vous allez voir, quand la dislocation se développe, on voit bien la forme polygonale, 60, 60, vis. Voilà, donc là, la vis va émerger à la surface. Il reste les 2,60. Voilà. Et alors de l'autre côté, par contre, les dislocations vont être extrêmement rapides. Les 60 degrés sont beaucoup plus rapides. Et ça, c'est parce que le cristal n'est pas centrosymétrique. Il y a des dislocations qui ont des cœurs de gallium, d'autres des cœurs d'arsenic.
Et je ne sais plus laquelle est laquelle, mais c'est la raison pour laquelle les dislocations n'ont pas la même mobilité. Bon, c'est rigolo. Alors, il y a eu beaucoup d'études pour savoir dans quel régime on était. Est-ce qu'on est dans le régime où la vitesse est proportionnelle à la longueur ou pas? Je dois dire que dans GAS, on a même fait des expériences, je crois que c'est parmi les dernières expériences qu'on a fait sur le microscope à 1 million de volts du laboratoire, pour laquelle on arrive à avoir des longueurs de dislocation qui sont quand même assez importantes. Et on voit que la vitesse est toujours proportionnelle à la longueur. Donc on est toujours dans le premier régime. Là, c'est du germanium aussi. Et on est toujours dans le... Et alors là, sauf peut-être dans un cas, il y aurait ici une dépendance de la vitesse avec la longueur et puis là une saturation. Peut-être. Donc ce sont des modèles qui marchent très bien. Donc il y a là, ce sont des vitesses de dislocation mesurées dans le silicium par Imai et Sumino, par des techniques d'Edge-Pitts, je pense. On voit très bien que le log de la vitesse en fonction de la contrainte a une pente qui est égale à 1. C'est-à-dire que quand on est à pas trop grande température, on peut négliger la dépendance en contrainte de l'énergie d'activation et on doit avoir une vitesse qui est proportionnelle à la contrainte. Et ça, c'est bien vérifié expérimentalement. Après, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que ça n'est plus vrai. Donc on a n égale 1 ici pour les faibles contraintes, mais quand on arrive vers des contraintes plus grandes, on voit que n augmente. Bah là, c'est tout simplement parce que il faut tenir compte de la dépendance en contrainte, de l'énergie d'activation, et tout ça, ça colle pas mal. Alors, donc ce modèle, il va pouvoir s'appliquer à plein d'autres situations qu'on va voir. Alors, il y a deux conditions. Il faut donc que le déplacement soit contrôlé par la nucléation et la propagation de kink ou de jog, parce qu'on verra que ça marche pour la montée. Et puis, il faut que ces kink ou ces jogs aient un déplacement latéral qui soit lui aussi thermiquement activé. Alors, voilà un exemple assez récent. J'ai pas mis la ref, mais ça, c'est quelque chose qu'on a bien regardé avec Emmanuel Clouet et Lisa Ventlan. Donc, il se passe que dans du fer, qui contient du carbone, il y a toujours du carbone dans le fer, plus ou moins. Là, celui-là, il en contient 15 ppm, ce qui n'est pas considérable, c'est vraiment ce qu'on appelle du fer électrolytiquement pur. Donc, si ce fer, on le déforme à basse température, on a le mécanisme de Peyerls qu'on a vu il y a 2 jours, là, et puis dont j'ai remontré des images. Ce mécanisme de Peyerls, il devient athermique à peu près un peu au-dessus de la température ambiante. C'est-à-dire que si on déforme à 100 degrés, il n'y a plus aucune vis rectiligne. C'est courbé. On commence à avoir du Portevin le Châtelier parce qu'on a des interactions dynamiques entre le carbone et les dislocations. Et puis, quand on arrive vers 250 degrés, c'est-à-dire quand même bien au-dessus de la température athermique du Peyerls, on retrouve des vis rectilignes comme ça, qui ont un mouvement même encore plus visqueux qu'à basse température. C'est-à-dire, c'est du Peyerls, mais c'est pas du Peyerls. Enfin, c'est quelque chose. Alors, donc, avec les formations de boucles ici, enfin, on retrouve tout ce qu'on voit dans le cas de ce type de mécanisme. Là, il y a des ancrages parce que il doit y avoir un petit précipité quelque part, je ne sais pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a été montré en DFT.
C'est-à-dire qu'à ces températures-là, les atomes de carbone sont très mobiles et en fait, ils viennent se coller sur les dislocations vis. C'est-à-dire que ces vis-là, le cœur des dislocations vis est littéralement saturé en carbone. Et donc, ça stabilise les vis, les dislocations dans la direction vis, parce que c'est comme cette direction-là est complètement saturée en carbone, elle a beaucoup plus de mal à se déplacer, donc évidemment elle va aller plus lentement et elle va apparaître rectiligne. Et pour déplacer ces dislocations vis qui sont complètement remplies de carbone au niveau du cœur, eh bien il faut faire une paire de décrochements comme dans le Peyer's à basse température. Donc voilà, ça j'ai représenté une vis. Et puis pour faire un kink, eh ben, il faut évidemment déplacer les atomes de carbone en même temps. Donc, et puis quand on déplace les kinks, il faut faire diffuser les atomes de carbone avec. Donc on retrouve un petit peu l'esprit du mécanisme de Hirt-Elliott dans les covalents. Sauf que ce n'est pas la même chose. Mais les mêmes équations s'appliquent. On peut appliquer exactement le même formalisme, sauf que la signification des énergies qui sont dedans sera pas les mêmes. Alors l'énergie d'activation, il y aura toujours l'énergie d'activation d'une paire de kinks, c'est une énergie élastique. Mais après, l'énergie de migration du kink, ça va être l'énergie de diffusion du carbone, alors qu'avant, c'était l'énergie pour couper une liaison covalente. Et puis, on verra encore d'autres exemples après. Ouais. De taille, ouais. Mais là, il y a des effets que moi, je ne peux pas t'expliquer, mais qui font que... au niveau atomistique, il y a une très très forte attraction entre les vis et les atomes de carbone. Ouais. Ce qu'on a montré en DFT, c'est que quand tu as du carbone qui s'égrège dans le cœur de la vis, ça reconstruit le cœur de la vis. Il y a une reconstruction de cœur qui vient bloquer le cœur de la vis et avec une énergie d'interaction qui est énorme. Ouais. Plus grand que ce que tu as sur l'interaction avec la pointe de la vis. Tu l'as avec tous les interstitiels, tu l'as avec le carbone, mais tu l'as aussi avec bore, oxygène et azote. Ouais. Alors, une idée comme ça, hein, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose dans les HEA? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si on regarde bien, donc ça c'est le même alliage à 150 K. Donc on voit bien là les vis qui sont plus ou moins rectilignes. On sent bien qu'il y a du Peyer's quelque part là-dedans, hein, un petit peu. Et là, c'est à 550 degrés. Et à 550 degrés, eh bien, on a toujours... et le mouvement est encore plus visqueux, peut-être, si possible, qu'à 150 K. Donc, je ne sais pas, mais on pourrait... Enfin, ce qui est certain, c'est que ce mécanisme-là, on doit le trouver dans d'autres choses. C'est pas forcément le carbone, d'ailleurs. Hein, ça peut être... voilà. Alors ça, c'est un autre cas. C'est la montée pure. Donc là, je le développe d'une manière juste qualitative. Hein, je reparlerai de manière plus quantitative après. Alors là, on est dans du quasi-cristal. Hein, c'est des manips qu'on a. C'était dans la thèse de Fred, hein, je pense. Hein, ces trucs-là, c'était fait en collaboration avec Denis Gracias. Voilà. Et donc... on voit là, pareil, des boucles de dislocation polygonales. Alors là, la seule différence, c'est que ça va être un polygone à 5 côtés, hein, parce qu'on est dans un quasi qui a dans un plan qui a une symétrie d'ordre 5. Mais là, on sait que ce sont des coins qui sont en train de monter. C'est de la montée pure. Alors, on a, pareil,
je ne me souviens plus très bien des détails, et puis je ne sais pas si on l'a déjà su, mais c'est une montée qu'on peut décrire par nucléation d'une paire de jogs, à ce moment-là, avec déplacement des jogs de chaque côté de la dislocation. Et comme on a finalement une nucléation difficile et puis une propagation qui est quand même plus rapide, ça donne ces dislocations qui ont cette forme-là. Alors là, on en voit une autre, là, ici. Ça, c'est de la montée pure. Et donc, c'est le même formalisme avec des paramètres qui n'ont plus la même signification, mais c'est régi par les mêmes équations. Et si on regarde dans la littérature, on s'aperçoit que dans les alliages TIAL, alors là, il faut demander à Jean-Philippe, hein, on voit des boucles de dislocation qui ont des formes polygonales, après des formations à très haute température, 850 degrés. L'analyse évidemment des vecteurs de Burgers, des plans de glissement montre que c'est de la montée pure et que les dislocations ont cette forme polygonale. Donc on retrouve les mêmes mécanismes. Donc on a, je montrerai d'autres exemples après. Donc on a cette situation assez intéressante, c'est qu'on a des mécanismes qui sont complètement différents, mais qui ont des propriétés semblables, juste parce qu'ils peuvent être décrits par la même loi. Mais c'est juste un problème de convergence, c'est-à-dire que c'est vrai que de dire ça varie exponentiellement avec un exposant de temps, c'est une description, ça montre que c'est une équation de tel type, mais ça ne dit pas que l'énergie d'activation, c'est de la diffusion ou de l'énergie de liaison covalente ou des trucs comme ça. Alors c'est vrai que ça n'aide pas beaucoup à l'identification des mécanismes. C'est-à-dire que si on se contente de regarder des dislocations dans un échantillon déformé, on peut dire ouais, c'est du Peyers, mais non, c'est de la montée. Voilà. Donc il faut bien avoir ça présent à l'esprit, et puis se rappeler donc de ce mécanisme de Hirt-Elliott dont on va reparler. Alors voilà, donc on arrive vers les hautes températures, donc dans la montée. Alors la montée, c'est un truc qui est pas du tout facile. Il y a plein de pièges partout, donc faut faire très attention. Donc on part d'une dislocation coin, d'accord, sur laquelle on a un jog. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne se préoccupe pas d'où vient le jog. Le jog, il est là. Et on applique une contrainte. Donc ce jog, pour le déplacer, il faut évidemment émettre une lacune, ou en absorber une. Enfin, disons, dans ce cas-là, on va dire qu'on émet une lacune. Cette lacune, elle va se retrouver au voisinage immédiat du jog, et comme dans les processus réversibles, elle a le choix, elle peut continuer son chemin, ou elle peut revenir. Parce qu'elle, en plus, la lacune, elle n'est pas sensible à la contrainte. C'est-à-dire que quand elle est là, elle peut tout aussi bien aller comme ça que comme ça. Donc c'est ce processus de diffusion qu'il va falloir traiter. Alors là, je ne vais pas démontrer tout ça, mais disons qu'on peut calculer la probabilité plus PJ plus P jog plus pour émettre la lacune.
Donc, ça va être notre fréquence de Debye, c'est-à-dire le nombre d'essais par le nombre de vibrations par unité de temps. N, ça va être le nombre de sites atomiques autour du jog, parce qu'on peut la mettre là, on peut la mettre là, tac, 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 d'accord. Et puis, il y a une énergie d'activation qui correspond à la formation de la lacune, sa diffusion, et puis on récupère quand même la contrainte dans la première étape. Tau, oméga, là, c'est le volume atomique. Donc, ça prend la forme de cette équation-là, où on a le coefficient d'autodiffusion, ici, et puis une dépendance exponentielle de la contrainte. Donc ça, c'est la toute première étape. Alors ensuite, il faut considérer la possibilité que ça revienne en arrière. Alors là, on remet un petit peu plus ou moins les... Alors ici, évidemment, c'est proportionnel à la concentration de lacune qui est là. C'est la probabilité pour que le jog revienne en arrière. Donc là, il faut considérer la concentration de lacune qui est au voisinage immédiat. Et puis on considère qu'elle a juste à diffuser en arrière sans l'aide de la contrainte, puisque la contrainte ne joue pas à ce niveau-là. Et donc on a une équation de ce type-là. On retrouve le coefficient d'autodiffusion. Et puis alors donc ça, je l'ai dit, c'est la concentration locale de lacune autour du jog. Et puis ça, c'est la concentration à l'équilibre thermique. Donc si on... Bon, alors ça, on peut l'écrire d'une autre manière, cette équation-là. On peut l'écrire d'une autre manière en définissant ce qu'on appelle une force osmotique. La force osmotique, donc c'est pas une force mécanique, c'est juste l'équivalent d'une force, mais due à un excès de défauts ponctuels qui ont envie de revenir en arrière, qui ont envie de faire revenir la dislocation en arrière. Et donc cette force osmotique, on la définit comme un log du rapport de deux concentrations. Et ça dépend évidemment de la vitesse à laquelle toutes ces lacunes vont s'évacuer à une distance suffisamment grande pour qu'on n'en entende plus parler. Alors c'est pas très simple, tout ça. Alors évidemment, on fait la différence des deux pour avoir le bilan, et puis donc on arrive à ce terme-là, l'autodiffusion, la température, la contrainte appliquée, moins la contrainte osmotique qu'on définit comme ça. Et on va toujours se trimballer avec cette contrainte osmotique. Alors on peut prendre après plusieurs géométries. Si on a pas mal de jogs, alors encore une fois, à ce stade-là, on ne se préoccupe pas d'où viennent les jogs. On suppose qu'il y en a suffisamment. Alors soit ça veut dire qu'on attend suffisamment longtemps, on déforme suffisamment longtemps pour que l'équilibre thermique qui réapparaisse spontanément sous l'effet de la température, par exemple. Alors, s'il y en a quand même assez suffisamment, il va falloir considérer une diffusion de type cylindrique qui nous donne une certaine loi de vitesse. La vitesse proportionnelle au coefficient d'autodiffusion, à la contrainte, au volume atomique. Et là, la température. Oui, alors si la densité de jog est vraiment très très forte, ça donne ça, c'est pas... Voilà, Et puis, si la densité de jog est vraiment très faible, alors à ce moment-là, il faut qu'on considère une diffusion sphérique et non pas cylindrique. Ce qui introduit ce 2π, là, c'est un petit bonus, parce que quand on peut diffuser dans toutes les directions, évidemment, ça va plus vite que si on a le droit de diffuser que dans une direction. Mais on obtient toujours des équations du même type. Voilà, donc pour résumer, là, au point où on en est, la vitesse, elle va être comprise entre ces deux valeurs.
qui diffèrent surtout par, ici, ça c'est l'espacement des jogs, et ça c'est le vecteur de Burgers, hein, ou une distance interatomique. Donc on voit que la vitesse peut varier beaucoup en fonction de la densité des jogs, hein. Il faut qu'il y ait beaucoup de jogs pour que ça monte vite. Alors là, il y a eu beaucoup d'approximations, hein. A égale B, A c'est le paramètre de maille, B c'est le vecteur de Burgers, N égale 4pi, N c'est le nombre de premiers voisins, il est égal à 4pi, on a pris 1 égale 2, etc. etc. hein. Par contre, alors ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, la vitesse est proportionnelle à la contrainte. Et puis, on a cette force osmotique qui va être toujours très grande. Elle est au moins égale à la moitié de la contrainte appliquée, et elle peut même être pratiquement égale. Et puis, l'énergie d'activation, c'est une énergie d'autodiffusion qui est égale à l'énergie pour former une lacune et pour la faire diffuser. Et parfois, donc, il faut aussi rajouter, mais ça, j'en parlerai après, ça. Je l'ai mis trop tôt. Voilà. Donc, on retrouve nos schémas là qu'on a vus un petit peu avant. Donc, on est dans la situation où il faut attendre. Hein, tous les jogs qui étaient là, ils sont empilés à l'extrémité de la dislocation, puis on attend quelque chose. Alors, ce qu'on attend, c'est la nucléation donc d'une nouvelle paire de jogs séparés par une distance interatomique uniquement. Et donc, on a déjà les équations qu'il faut, hein, c'est les équations de Lirte-Lotte. Donc, on a juste à mettre remplacer. Là, c'est l'énergie d'autodiffusion, et puis là, c'est l'énergie de JP. C'est quand on a inséré la vitesse des jogs, c'est-à-dire qu'on a la même forme d'équation, mais avec des paramètres qui ont la signification de la montée sous forte contrainte. Alors là aussi, on peut distinguer deux situations, hein, les dislocations longues, les dislocations courtes. Dans ces cas-là, la vitesse est proportionnelle, enfin est constante, le terme exponentiel est constant. Dans ce cas-là, le terme exponentiel est proportionnel à la longueur. Et puis là, l'énergie d'activation qui correspond donc à la vitesse de montée du jog varie d'un facteur 2. Voilà, donc on retrouve en fait cette expression-là. On retrouve l'expression qu'on avait faite avant dans le cas où on n'avait pas de problème, dans le cas où on avait suffisamment de jogs. Simplement, on voit que x, qui était la distance entre jogs dans les calculs d'avant, ça prend cette forme-là dans le nouveau truc. Voilà. Alors le résultat, c'est que on a un exposant de contrainte apparent, hein, c'est-à-dire que la vitesse va être proportionnelle à la contrainte à la puissance m, et tout le monde dit que m égale 1, en général c'est pas vrai, parce que justement m égale à 1 seulement dans le cas des très faibles contraintes. Alors peut-être en fluage, je ne sais pas, en fluage très très lent, mais disons que dans le cas général, m est plus grand, m est plus grand que 1. Alors, donc je reviens au... ça c'est, on est à nouveau dans le quasi-cristal. On a fait des... Ça représente les positions d'une dislocation à des intervalles de temps égaux. On voit que les segments les plus longs, ils vont toujours à la même vitesse, même quand ils sont courts. Donc il n'y a pas d'effet de longueur. On n'a jamais vu
d'effet de longueur dans ce cas-là. On est toujours dans la situation où la vitesse est constante. Alors là, ça peut devenir encore plus compliqué parce que là, on a supposé que nos lacunes, une fois qu'elles étaient émises par la dislocation, elles s'en allaient et elles finissaient leur vie dans un cristal dans lequel la densité finale de lacune, c'était la densité à l'équilibre thermique. C'est-à-dire c'est un petit peu ce qui se passe au début d'un mécanisme de montée. Mais on voit bien qu'à force de faire monter des dislocations, surtout si c'est une famille qui émet des lacunes, qui ne fait qu'émettre des lacunes, eh bien on va finir par remplir le cristal de lacunes. Et donc, il va falloir remplacer la concentration de lacunes à l'infini par une concentration qui est plus grande. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la contrainte... oui, alors sauf que là, c'est un signe moins qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire que la contrainte effective, en fait... non, non, au contraire. Enfin bon, là je m'y perds, je ne sais plus. Mais disons que la contrainte est soit augmentée ou soit diminuée d'une force osmotique, mais qui n'est pas la même force osmotique qu'au début. Là, avant, c'était une force osmotique au voisinage du jog. Là, c'est une force osmotique généralisée dans l'ensemble du cristal. Alors, si c'est plus ou moins, là, je ne sais plus, mais on a la solution ici. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, donc je déforme mon cristal en tension par ma mécanisme de montée. Donc je vais faire monter des boucles interstitielles, voilà, en émettant des lacunes. Voilà. Mais ces lacunes, à force de s'accumuler, elles vont être tellement en grand nombre qu'elles vont être suffisantes pour activer un deuxième système qui, lui, absorbe les lacunes. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Ça vient de Pau. J'en étais où ? Voilà. Donc, j'ai un système qui émet des lacunes sous l'effet de la contrainte. Il va me faire une déformation ρ1, B1, V1. Et puis, j'ai un deuxième système qui va se développer uniquement sous l'effet de la contrainte osmotique pour absorber les lacunes, avec une déformation ρ2, B2, V2. Et à l'équilibre, si on suppose que ρ1 va être égal à ρ2, eh bien, on va avoir cette contrainte osmotique généralisée dans tout le cristal qui va être égale à la moitié de la contrainte. Parce que le système 2 donc, ne peut se multiplier que sous l'effet d'une force osmotique. On voit bien que si on est en traction pure, la montée de cette dislocation-là n'apporte aucune déformation. C'est juste que l'excès de lacunes précipite sous forme d'un deuxième système. Et ça, on le voit. On le voit. Alors, on l'a vu dans les quasi-cristaux qui se déforment par un mécanisme de montée pure. On a vu qu'il y avait un système 1 constitué de ces dislocations-là, qui sont toutes des coins, qui sont dans le plan du tableau, c'est-à-dire l'axe de traction était, ou c'était plutôt de la compression, hein. La compression était perpendiculaire au tableau, et puis le système 2 qui est perpendiculaire au premier. Là, on voit le système 1 qui est en contraste résiduel, le système 2 qui est là, qui est dans des plans perpendiculaires au tableau, et qui n'est pas du tout activé par la contrainte de compression, mais qui n'est là que pour absorber les lacunes émises par le premier. Alors, il y a des exemples même, par exemple, dans les superalliages,
Quand il y a eu la mise en radeau, après la mise en radeau, il y a plein de gens qui ont vu, eux, mais plein d'autres aussi, qui voient dans la... Alors ça, c'est dans la phase... c'est gamma ou gamma prime? Je ne sais plus. Jean-Philippe? Non. Non, bon, bref. Dans une des deux phases, on voit des boucles de dislocation polygonales qui font de la montée pure. Et ces boucles polygonales sont dans un plan parallèle à l'axe de compression. D'accord? C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune raison d'être là, sauf pour absorber des lacunes émises par l'autre système. D'ailleurs, on sait qu'en fait, la déformation, elle est provoquée dans ces machins-là par la montée de dislocation, mais ce sont des dislocations qui sont très probablement dans les réseaux d'interface entre les phases gamma et gamma prime. Mais en tout cas, ça, c'est la preuve qu'il y a des mécanismes de montée pure dans les superaliens. Là, tac, tac, là, il y a plein d'exemples. Les lacunes, elles vont sur les autres dislocations plutôt que sur une surface libre, juste parce que les autres sont plus proches. Ouais, oui, oui. Ouais. D'abord absorbées par les dislocations. Oui, c'est ça, oui. Oui. Elles sont sûrement à la surface aussi, hein, mais il y en a qu'une partie. Oui. Ah, ouais. Oui, ça aussi, hein, c'est des gens qu'on connaît, hein, qui ont vu donc ces boucles polygonales là, qui sont dans des plans où qui font de la montée, mais qui ne sont absolument pas sollicités parce qu'elles sont, voilà, ce sont des dislocations 1,0,0, pure climb, donc on comprime comme ça, les boucles sont dans le plan horizontal, et non, elles sont dans les plans justement parallèles à l'axe de traction. Et il faudrait que je relise le papier, mais je me souviens que c'était la même chose. Voilà. Donc, j'arrive... il me reste combien de temps, là, chef? On a le temps, non? Hein? Ah, bon. Ouais, ça va. Donc, on est dans le cas je vais aborder rapidement donc, le cas du fluage à haute température, parce que c'est un petit peu un monde à part, le monde du fluage. Et on a tendance souvent à considérer qu'il y a de la déformation à vitesse imposée avec certains mécanismes de dislocation, et puis le fluage avec d'autres mécanismes. Et ça, c'est un peu la faute de Wertmann à l'époque, qui ont développé des modèles basés uniquement sur la restauration des contraintes internes. Et bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles là-dedans, quoi. Alors, le fluage, phénoménologiquement, ça s'exprime donc comme ρBV. C'est comme la contrainte à la puissance n exponentielle d'une énergie d'activation U sur kT. Alors, cet exposant n, il se partage entre un exposant de la vitesse et un exposant de la densité de dislocation. D'accord ? Et donc les modèles classiques, je disais type Wertmann, ce qu'on trouve encore dans le Poirier par exemple, ou dans des bouquins comme ça, disent que l'énergie d'activation c'est l'autodiffusion, et puis on doit avoir m égale 1 parce que c'est de la montée, et puis n égale 3 parce que la densité de dislocation varie comme la contrainte au carré. Alors ce qui se passe, c'est qu'en général n est toujours plus grand que 3, et puis l'énergie d'activation, elle est jamais égale à l'énergie d'autodiffusion. Il faut vraiment tirer fort parfois pour faire rentrer ça dans les modèles classiques. Et en général, quand ça rentre pas, les gens... je n'ai pas regardé ça très récemment quand même, mais il y a encore une dizaine d'années, les gens ils disaient « Ah bah c'est du dislocation creep ». Quand les modèles de Wertmann ne marchent pas, c'est du dislocation creep, mais on n'a jamais
ils n'ont jamais dit ce que c'était que le dislocation creep. Alors si on regarde, par exemple, le fluage du zirconium, bon là je vais passer vite, hein, mais on voit que le N peut faire 6,4. Hein. On voit que le N n'est pas constant, donc ça fait vraiment penser à du glissement thermiquement activé. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que les températures dans lesquelles on fait du fluage du zirconium, eh ben, ce sont les températures auxquelles on a observé en in situ du glissement contrôlé par la diffusion du soluté. Et ça, c'est rentré dans aucun modèle de fluage, à ma connaissance. Voilà. Je vous le rappelle, là, c'est 400 degrés. Bon, c'est une limite inférieure hein, des domaines de fluage, mais ça, bon, bah, c'est quand même un mécanisme qui n'est pas... c'est pas le mécanisme de Wertmann, quoi. C'est du glissement contrôlé par de la diffusion. Voilà, ça, bah, ça je l'avais déjà montré. Voilà. Donc, dans le cas, par exemple, du zirconium, hein, on sait qu'on a donc du glissement contrôlé par de la diffusion du soluté avec une équation de ce genre-là. Il faut expliquer aussi pourquoi. Alors, on a mesuré que la vitesse était proportionnelle à la contrainte, mais quand on met ça dans une équation de fluage, ça peut faire jusqu'à n égale 6. Ce qui se passe, c'est que quand on dit la vitesse est proportionnelle à la contrainte, quand on fait des mesures in situ, et puis quand on dit la vitesse de déformation, c'est taux puissance n dans une manip de fluage, c'est pas la même contrainte. On ne parle pas de la même contrainte. Là, on parle de la contrainte appliquée, alors que là, on parle de la contrainte motrice sur la dislocation, et il faut retirer un certain nombre de choses comme la contrainte de friction, je dis une bêtise, pas la contrainte de friction, mais la courbure, la contrainte de courbure des dislocations, etc. Et donc tout ça, ça a été calculé. On peut mettre ça dans dans des équations et on peut montrer que ça peut très bien expliquer aussi le fluage. Alors là, il y a le cas des quasi-cristaux, des superalliages, de TIAL. On a, alors ça, ce sont des mesures, oui, de l'exposant de contrainte. Hein, bon, ça illustre ce que je disais, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours n plus grand que 1 et U différent de l'énergie d'autodiffusion. Il y a eu des mesures qui montrent qu'en fonction de la contrainte, on peut avoir une énergie d'activation d'autodiffusion à forte contrainte, mais que l'énergie d'activation est plus grande, à plus grande température quand la contrainte est plus basse. Ça, disons que voilà, ça c'est haute température et ça c'est plus basse température. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Donc là je m'embrouille un peu les crayons parce que là j'avais pas regardé, j'avais pas révisé cette partie-là. Mais je vais conclure en disant que ne pas oublier le glissement contrôlé par la diffusion du soluté dans le cas de toutes les déformations à haute température. Entre le glissement et la montée, il y a ça. Dans tous les alliages, hein, parce que bon, il y a eu une confirmation. Par contre, alors il y a un mécanisme dont je n'ai pas parlé parce qu'il n'existe pas, c'est le mécanisme de Nix et Barrett. C'est-à-dire qu'ils avaient imaginé qu'il y avait des jogs sur les dislocations vis et ces jogs devaient monter. Si, il y en a encore un qui y croit, c'est Curtin. Et puis la montée pure, c'est un autre mécanisme, évidemment, pour le fluage, hein, à des températures très hautes, mais il n'est pas limité à des exposants de contrainte égales à 3 et à des énergies d'activation de l'ordre de l'autodiffusion. Donc, ben voilà. Hein. Donc, c'est...
Oui, bah, j'ai mis l'activation thermique, c'est à la fois simple et compliqué. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, il faut vraiment faire des observations microstructurales, quoi, parce que si on ne prend pas la peine de regarder dans quel plan sont les dislocations, comment sont les vecteurs de Burgers, etc., on peut raconter des bêtises, mais, et même on peut encore raconter des bêtises si on les observe de manière statique, parce que on a vu des cas où on avait des dislocations polygonales, mais bon, est-ce que c'est du glissement Bon, glissement monté, si on peut le savoir si on fait une analyse complète, mais est-ce que c'est du traînage de soluté ou est-ce que c'est des covalents? Bon, on peut s'en douter aussi un peu, mais enfin, quand dans des matériaux qu'on ne connaît pas, on peut peut-être avoir des doutes. Voilà, puis alors donc, évidemment, on ne peut pas parler de tout, quoi. Donc, voilà, pour cette petite overview.